On y va les amis pour un nouveau coup tordu, le 347e épisode du coup tordu. Pour ceux qui découvrent le podcast, le coup tordu c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, on se retrouve en plein week-end de mois d'août. J'enregistre l'épisode le vendredi 8 août et vous êtes toujours très nombreux à écouter le podcast. Je m'attendais après le Tour de France, comme chaque année j'ai envie de dire, à ce que l'audience se pète en deux, voire en deux et demi. Et pas du tout. Vous êtes un peu moins nombreux évidemment que sur le Tour de France, je vais pas vous raconter des carabistouilles, mais quand même on a des petits scores qui tiennent la route, on est toujours dans le top 40 des podcasts de sport les plus écoutés en France, et c'est vrai que dans le coup tordu, le Tour de France ça nous passionne, mais on est aussi passionné par l'Arctic of Norway, par le Tour de l'Ain, par le Tour de Pologne, voire par le Tour de Burgos, donc voilà, et vous aussi à l'écoute du podcast, et ça fait méga plaisir. Donc 347e épisode du coup tordu, je vous retrouve en solo, vous retrouverez bientôt Latib et Enzo dans le podcast. Il y a notamment la Vuelta qui va débuter dans 2 semaines, et voilà, pareil, on va bastonner comme à chaque grand tour, et je vous l'annonce, il est possible également qu'on se retrouve la semaine prochaine en quotidienne pour le Tour du Danemark. Vous savez que désormais il y a beaucoup plus d'épreuves qui sont pariables en France. Alors c'est pas parce qu'une course on peut mettre des paris dessus en France qu'on va faire un podcast exprès pour, mais voilà, ça rajoute une petite croquette supplémentaire, et bien évidemment c'est important. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et le conseil du coup tordu, faites du management de bankroll et tout se passera très très bien si vous jouez des petites portions de votre bankroll. On se fait le petit débrief des étapes du jour. Alors le Tour de Burgos, on voit pas. Alors je vais faire un truc un peu particulier pour ce podcast. Je vous le dis, j'ai préparé les courses sur lesquelles on va proposer des pronostics pour cette étape. J'ai pas encore ouvert les bêtes. Donc au moment où j'enregistre le podcast, j'ai absolument rien pris. J'ai les cotations dans la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le Bookref. Pour ceux qui connaissent pas le Bookref c'est un book étranger sur lequel on voit apparaître les premières cotations. C'est un petit peu ce book qui donne la tendance du marché. Ensuite, les bookmakers français, mais les autres bookmakers un petit peu partout dans le monde se réadaptent en fonction du Bookref, mais voilà, c'est les cotations qu'on va retrouver un petit peu partout. Par exemple, le book de Patrick Bruel ne recode pas manuellement toutes les courses individuellement, il récupère le Bookref et ils regardent et ils adaptent, mais c'est ce que font tous les books en France. Donc je vais ouvrir les cotations une fois que je vous aurai donné mes analyses, et voilà, au moment où je prends les trucs, j'estimerai ou non si c'est value. On se fait très rapidement le petit débrief de la journée. L'Arctic of Norway, vous avez été nombreux à me suivre sur cette cote à 100 de Tom Pidcock avec les parties gravel. Alors pourtant il s'est porté à l'avant sur les parties gravel avec son équipe, la Q36.5. On s'est demandé, est-ce qu'il va en mettre une, est-ce qu'il va pas en mettre une. C'est vrai qu'il y avait un petit faux plat montant. Alors bizarrement, le peloton avait tendance à péter un petit peu plus en sortie de secteur gravel. Moi je pense qu'il y avait quand même un coup à tenter. Voilà, je pense quand même qu'il y avait un coup à tenter. Alors peut-être qu'ils l'ont pas senti, peut-être qu'il s'est dit je vais lâcher des cartouches pour rien. Je sais pas, mais bon voilà, à la fin, on a la victoire d'Alexander Kristoff. Pour moi voilà, c'était à tenter. Je pense que si on fait 100 fois la course, Pidcock doit la remporter à plusieurs reprises. Donc voilà, pour moi il y avait quand même une petite value sur la victoire de Pidcock à 100, mais bon, bien évidemment c'est pas le scénario que j'avais privilégié. On peut pas non plus gagner tous les jours. Pour le Tour de l'Ain, on n'avait rien pris, mais bravo à Canuck Brooks, parce que je voyais vraiment le duel très serré avec Nicolas Prudhomme. Alors visiblement Nicolas Prudhomme aurait fait une erreur tactique en début de course. Il serait parti dans un groupe, dans une échappée matinale, il serait fait embarquer dans un truc qui était pas forcément prévu. Il aurait peut-être lâché des forces en début de course, c'est ce qui lui a manqué pour le Grand Colombier, mais en tout cas voilà, on peut que se réjouir de retrouver Canuck Brooks à ce niveau-là. Comme je le disais hier, garçon gentil qui aime son métier, il vit pour ça, il pense pour ça, voilà, donc ça fait plaisir, j'ai envie de dire, pour le vélo. Et puis enfin sur le Tour de Pologne, alors je vous avais pas donné de pronos sur le Tour de Pologne, mais c'est ce que je vous avais dit, les bookmakers voyaient plutôt un sprint. Alors à la fin c'est un peu ce qui s'est passé avec la victoire de Mathieu Brinade, mais c'était quand même ultra méga indécis, ce petit talus à 11 km de l'arrivée, côte non répertoriée, ça a quand même créé du mouvement, ça a créé des écarts. On a vu notre ami poulet sans tête, Jan Christen, qui a encore une fois un petit peu attaqué à contre-temps. On a vu du McNulty, du Finn Fisher Black, on a vu du Alberto Bettiol, le mangeur de pâtes, de retour. Donc ça a vraiment un petit peu tiré dans tous les sens. C'était pour moi très compliqué à pronostiquer, de définir un scénario. Ça aurait pu franchement se terminer en décidé avec 2-3 mecs comme ça à l'avant, Richie Tello qui a attaqué, les Israël qui ont bougé.
Bon, voilà, on était sur un no-bet sur cette étape, mais on a vu du spectacle à l'arrivée. Actualité vélo, alors pour tout ce qui est side limit, hein, voilà, je vous prépare probablement sur l'épisode de demain ou la semaine prochaine parce que voilà, pas mal d'actualités, pas mal d'interrogations également autour de side limit, donc on se fera un petit détail dans les jours qui viennent. Je voulais juste revenir sur l'interview de Michael Storer qui a donné une interview dans un podcast. Alors rappelez-vous, rembobiner le fil du coup tordu et même le film du coup tordu, il y a 2-3 semaines avec Thibaut, on avait beaucoup de mal à comprendre l'attitude de Tadej Pogačar. Quand on a fait nos previews d'avant Tour de France, on le voyait gagner 5, 6, 7, 8 étapes. Moi, je l'avais même pris sur un pari à victoire 5 étapes. Et après la 13e étape, après la victoire dans le contre-la-montre, il s'est pas passé grand-chose. Et on a peut-être l'explication. D'après Mika Storer, du côté des UAE, on aurait eu la consigne, on aurait donné la consigne à Poggi d'arrêter de gagner à partir de la 13e étape, tout simplement parce que il sentait que le public commençait un peu à se retourner contre Poggi et voilà, un petit peu pour, on va dire, calmer les choses. Alors c'est vrai que c'est pas délirant. C'est-à-dire, on se rappelle, dans l'histoire, Merckx, quand il a surdominé le Tour de France, il était littéralement détesté. Alors Miguel Indurain n'a pas eu trop ce bad buzz. Moi, je vous le dis, j'étais ado à l'époque, hein, mais Indurain, alors je le respecte, hein, évidemment, hein, ça a l'air d'être un gentil mec, mais moi personnellement, au niveau esthétique sur un vélo et surtout au niveau des émotions dégagées, franchement, Indurain, il me faisait mal au crâne. C'est peut-être le coureur qui m'a c'était chiant. Faut dire, à l'époque, sur le Tour de France, on avait 80 km de chrono. Donc voilà, il faisait des différences monstrueuses en chrono. Et puis après, il suivait en montagne. Et les 5 Tours de France à la suite qui ont été remportés par Miguel Indurain, c'était d'un chiant. Vraiment, c'est des tours où on s'est véritablement pas beaucoup amusé. Hein. Je veux dire, même un tour remporté par Pogačar où il va croquer 5 ou 6 étapes, on s'amuse beaucoup plus. Au moins, il y a de l'attaque, il y a de l'agression, il y a de l'offensive. Indurain, je vous assure, c'était à regarder, c'était une vraie purge. Hein. Ça fait partie l'ère Miguel Indurain, ça fait partie pour moi au niveau spectacle des pires airs du Tour de France. Donc Indurain n'a pas eu trop ce bad buzz là, mais Froome, alors en plus à l'époque de Froome, on se disait waouh, vas-y Froome, il surdomine le Tour de France. Et puis en fait maintenant, quand on voit les dominations de Pogačar, on se rend compte que Froome dominait pas tant que ça. Mais Froome, à un moment donné, et la Sky, il y a eu une sorte de bad buzz avec le public qui s'est aussi un peu retourné contre eux. Armstrong, évidemment, j'en parle pas. Et donc c'est des choses qu'on voit à un moment donné dans le cyclisme quand un mec est un petit peu trop délirant et un petit peu trop dominant. Et c'est vrai que quand on reprend un petit peu le fil du Tour de France, l'étape de Luchon qui laisse à Thymen Arensman, pour moi il pouvait la gagner sans problème. Là vraiment celle-ci, pour moi il y a absolument zéro souci. Il suce la roue de Vingegaard. Pour moi, il n'y a pas de discussion, il peut la gagner. Celle du Ventoux, rappelez-vous de l'attitude des UAE. Alors, c'est celle qui vraiment laisse le plus de doutes, parce qu'au début de la course, avec Nils Politt, ou Nils Police, comme l'appelle Flo Pigeon, ils ont vraiment tout fait pour verrouiller la course. Et ensuite, il y a un groupe de 30 qui est parti à l'avant. Poggi a absolument pas relayé Vingegaard ni les Visma, le plan des Visma dans le Ventoux. On a l'impression que s'il avait un petit peu mis la main à la pâte, ils auraient pu aller chercher Valentin Paré-Peintre et notre ami Ben Illy. Ils reviennent vraiment pas très très loin derrière. Pour moi, le plus énigmatique, c'est le col de la Lose. Parce que ça, le col de la Lose, Poggi avait pris une tôle dedans il y a 2 ans. Ça avait été annoncé clairement par ses équipiers en début de Tour de France. Il voulait absolument gagner au col de la Lose. Et là aussi, encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'il a fait exprès de laisser filer l'étape. Le seul, j'ai envie de dire, où j'ai le doute, c'est la Plagne. La Plagne, effectivement, c'est pas de gros pourcentage. Vingegaard lui suce la roue pendant 15 km. Bon, moi, j'ai plus l'impression qu'il a passé son temps, si vous voulez, à chercher à faire perdre Vingegaard plutôt qu'à gagner une étape. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu sur la dernière semaine. Et pour moi, cette explication, en tout cas, de Mika Storer, elle est totalement cohérente. Alors, ça nous a fait perdre un gros pari, évidemment. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en compte sur les prochains grands tours qui vont être on va dire, dominés par Tadej Pogačar. Et ça, c'est un truc qui est franco-français. Hein. Je pense pas que c'est un truc qui puisse lui arriver ou sur
sur la Vuelta ou sur un Giro. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra analyser, regarder un petit peu le public, parce que visiblement, je pense que ce qui se dit, ce qui se raconte au bord des routes, et ce qui se raconte aussi sur les réseaux sociaux, visiblement du côté des UAE, on est quand même assez sensible et on n'est pas complètement imperméable à ça. Donc ça, vraiment, c'est une donnée à prendre en compte pour les années qui viennent. Le petit point également sur le classement des Cofidis, je vous en ai parlé, faire un petit point sur les amis de la Cofidis au niveau du World Tour. Vous le savez, en fin de saison, il va y avoir les relégations. Alors je voulais quand même revenir un petit peu sur une interview qu'a donnée Cédric Vasseur dans Bistro Vélo. C'était il y a quelques mois, au moment où je crois que c'était Louis Pierre qui l'avait interviewé ce jour-là. Si je dis une bêtise, je sais plus si c'était Louis Pierre ou Guillaume, mais au moment où on lui demande si il est inquiet pour la relégation en Pro Team, il a quand même eu un petit sourire en disant non, les Astana sont loin derrière, on n'est pas trop inquiet. Bon, on est quelques mois plus tard, il se trouve que la Cofidis est en position de relégable, que l'équipe qui est devant la Cofidis, Intermarché, a une véritable avance. Voilà, il y a un trou qui a été fait désormais et qui est quasiment impossible à remonter pour la Cofidis. Donc ça, je trouve, au niveau management, Cédric Vasseur, je trouve qu'encore une fois, il a un petit peu manqué d'humilité. Vous tous à l'écoute du podcast, dans votre travail, si vous obtenez des succès, si vous obtenez des trophées, des victoires, et que le lendemain, la saison suivante, vous repartez pas au charbon, vous repartez pas au combat, vous remettez pas les compteurs à zéro, en réalité, vous êtes mort. Donc ça, c'est pour moi, voilà, encore une fois, ça fait partie des masterclass de notre ami Cédric Vasseur. Alors, pour disputer quand même les 3 grands tours la saison prochaine, il y a quand même des solutions pour les amis de la Cofidis. C'est de faire partie des 3 premières équipes Pro Team. Les 3 premières équipes Pro Team, vu qu'ils vont descendre, ils vont disputer un classement pour faire partie des 3 premières équipes Pro Team. Mais même là, ils sont absolument assurés de rien, vu que Uno X et Tudor sont très très loin devant. Et pour l'instant, ils sont à la lutte avec Arkea. Donc si par bonheur, Emmanuel Hubert réussit à trouver un sponsor pour l'année prochaine, il se trouve que les Cofidis, alors je pense qu'ils auront leur wildcard pour le Tour de France, il n'y a pas de problème, et il n'y aura pas de Giro, il n'y aura pas de Vuelta, et il y a aussi des grosses courses, bien évidemment, qui vont sauter dans le calendrier. Donc ça, c'est vraiment un scénario qui n'est pas délirant. Moi, je souhaite vraiment à Emmanuel Hubert de retrouver une équipe, et puis en plus, je pense que ça doit coûter à peu près 20 millions d'euros pour être sponsor de Arkea. Honnêtement, 20 millions d'euros pour avoir une wildcard pour le prochain Tour de France. Pour moi, au niveau de la visibilité, je sais pas, j'aurais les 20 millions, j'aurais une grosse boîte, une grosse entreprise, 20 millions pour disputer le Tour de France. En vérité, c'est donné. Donc, alors, il reste encore une solution, malgré tout, pour la Cofidis pour rester en World Tour. Vous savez qu'il va y avoir une fusion entre les Intermarchés et la Lotto. Donc ce qui fait que ça va libérer une place vacante, mais sauf que même pour cette place-là, ils ont les Uno X qui commencent à leur coller au cul. Alors je sais pas si on peut soit racheter la licence vacante, donc ces cas-là, une équipe Pro Team ou une nouvelle structure peut arriver et mettre un billet sur la table, ou est-ce que le 18e ticket revient à l'équipe qui finit 19e en World Tour. Mais même dans ce cas-là, les Cofidis ne sont absolument pas garantis de terminer à la 18e place avec une équipe de moins. Donc, si on résume un petit peu pour les affaires de mon Cédric Vasseur, il n'est absolument pas improbable que les Cofidis soient relégués en Pro Tour à la fin de la saison et ne soient pas non plus parmi les 3 meilleures équipes Pro Team avec les qualifications automatiques pour les grosses épreuves et notamment les 3 grands tours en 2026. En tout cas, voilà, va falloir sortir une très très grosse fin de saison et je pense qu'on en parlera beaucoup pendant l'hiver parce qu'à mon avis, si relégation il y a et si en plus la Cofidis ne fait pas partie des 3 meilleures équipes Pro Team, à mon avis on pourra être tous invités au pot de départ de Cédric Vasseur. On bascule sur les courses qui nous intéressent. Alors, on va aller tout de suite du côté de la Pologne. Donc, 6e étape du Tour de Pologne, l'avant-dernière étape. Je vous rappelle qu'on aura un contre-la-montre pour la dernière étape. Donc là, on se retrouve sur l'étape Rennes. Niveau météo, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y aura très, très, très peu de vent. La météo ne devrait pas influer sur le scénario de la course. Alors, c'est une étape qu'on avait déjà vue l'année dernière, une étape qui avait été remportée par Thibaut Nice. C'est exactement le même parcours, exactement le même final. Alors, victoire de Thibaut Nice l'année dernière, un peu en trompe-l'œil. Cette étape, on l'avait vue et revue avec Thibaut, on l'avait suranalysé. Thibaut Nice avait un petit peu de mal au début de l'ascension. On a des gros pourcentages en début d'ascension et après,
Sur le final, c'est beaucoup plus plat. Il y avait une attaque de Yanis Voissart. Thibau Nys avait pu rentrer en s'accrochant vraiment en queue de groupe et on va dire sur les parties moins raides avait réussi à placer son sprint parce que ça s'était un petit peu moins regardé. Moi, je pense que du côté des grosses équipes, je pense notamment du côté des UAE, du côté de la Bora, toutes les équipes qui ont des punchers grimpeurs qui sont capables de faire la différence, je pense qu'on ne va pas refaire la même erreur. Alors Thibau Nys n'est pas sur ce Tour de Pologne, mais un mec comme Mathieu Brynan qui a un petit peu les mêmes qualités que Thibau Nys, bon, un peu plus sprinter et un peu moins puncher, c'est pas non plus délirant qu'ils réussissent à passer. Donc je pense qu'on va éviter d'embarquer ce genre de mec avec soi dans les bagages et qu'on va plutôt verrouiller d'entrée sur la côte. Et franchement, au niveau des équipiers, il y a véritablement ce qu'il faut dans chaque équipe. Alors, est-ce que notre petit poulet sans tête, Jan Christen, va nous refaire le coup de l'attaque à contre-temps ? Je pense que c'est complètement possible. Je pense qu'on va le voir attaquer dès le début dans les gros pourcentages de la pente. Après, très probablement, il va aller taper de la tête dans les 2 derniers kilomètres. Mais ça peut être une stratégie pour les UAE d'avoir Jan Christen qui attaque très très tôt dans l'ascension pour forcer les autres équipes à rouler et pourquoi pas par la suite avoir un contre de Brandon McNulty. C'est un petit peu comme ça que je vois la course. Alors moi, il y a un coureur qui me plaît bien sur cette étape, c'est Finn Fisher Black, qui pour moi a toutes les qualités pour réussir un joli coup. C'est ses temps d'ascension, il est en forme, c'est aussi c'est aussi les pourcentages qui lui correspondent. On l'avait vu une année remporter une étape sur le Tour de Sicile quand il était chez les UAE. Voilà, on est à peu près sur le même type de profil. Alors je vais tout de suite me diriger du côté des cotations. Alors on a Jan Christen, notre petit poulet sans tête qui est favori à 2,62. On a du Finn Fisher Black à 8, du Tiberi à 9, du Brandon McNulty à 11. Je rappelle qu'on a un PLT sur Brandon McNulty. Et l'Angelotti à 11, c'est aussi, c'est pas délirant aussi du côté de l'Angelotti. Pour moi, si vous voulez, Jan Christen, il y a quand même l'incertitude de la tactique, même si c'est lui qui probablement l'a le plus dans les jambes. Il y a quand même l'incertitude tactique de Jan Christen. Finn Fisher Black à 8, ça me paraît pas mal. Après, je vais quand même aller regarder les match-ups parce qu'il y a peut-être un petit match-up qui pourrait éventuellement me plaire. Est-ce qu'il propose ? Ouais, alors il propose Jan Christen en match-up contre Paul Lapera. La cote n'est qu'à 1,36. Mais alors, je rappelle que Paul Lapera fait quand même ce tour de Pologne avec 2 côtes fêlées. On l'a vu aujourd'hui dans le dernier talus, on l'a vu larguer. Donc pour moi, il n'y a jamais de safe en matière de paris sportifs. Mais pour moi, si vous voulez, cette cote de 1,36 de Jan Christen contre Paul Lapera, c'est quasiment un safe. Alors en plus, si vous jouez en France en ANJ, je pense que Paul Lapera, à mon avis, sera pas top 10. On rappelle qu'il a chuté sur la 3e étape, la fameuse 3e étape. Donc ce match-up à 1,36, alors forcément, c'est des cotes qui sont pas forcément dinguissimes, mais ça me paraît quand même très très bon à prendre. Moi, pour moi, ça vaut du 1,10, voire du 1,05. Un coureur très en forme, favori de la course contre un coureur blessé. Et écoutez, vous savez quoi, on va y aller. On va prendre ça. On va prendre Jan Christen, 0,5% de bankroll, la cote à 1,35. Alors je sais que souvent il y en a qui aiment pas ces cotations-là. Moi, j'ai un bilan où je suis gagnant sur ce type de cotation. Alors, je suis perdant sur les match-ups, mais voilà, je pense qu'on va se limiter simplement là-dessus. 0,5% de bankroll, Jan Christen devant Paul Lapera, la cote à 1,35, ça me semble très très bien. Puis on espéra également une belle perf de Brandon McNulty, sur lequel, je le rappelle, on a un PLT, on avait pris sa victoire au classement général à 6 avec 0,1% de bankroll dans un précédent podcast. Donc on va pas aller plus loin. Voilà, moi c'est un petit peu le pic que j'avais envie de voir. Donc la victoire de Jan Christen. Je vais quand même regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du classement général, les PLT classement général. Ouais, Brandon McNulty qui est à 2,50. Je pense qu'on a pris une belle value sur notre ami Brandon McNulty. On va filer du côté de l'Arctic of Norway. Alors pareil, l'Arctic of Norway, il fait quand même des températures de 17-18 degrés sur la course. Même en Norvège, habituellement, on a un temps qui est quand même beaucoup plus frais. Donc on voit les effets du réchauffement climatique. Arctic of Norway, donc étape de course de côte, quasiment. On va avoir un parcours relativement plat avec une petite côte de 4 bornes à 8% de moyenne. Pareil, le pied est très très dur. Et après, c'est plutôt roulant. On est sur 7-8% de moyenne, mais c'est assez régulier. Il n'y a pas de gros cassage de pente. Donc
on peut s'attendre à une arrivée en petit paquet, en petit comité et un sprint à plusieurs au sommet de cette étape. Étape reine de l'Arctic of Norway. Donc je vais me diriger du côté des cotations. Alors Arctic of Norway, on a Tom Pidcock qui est favori à 2,10, Caroni à 3,50 et Champoupou à 8. Pour moi, c'est extrêmement bien coté. Alors, il y a quand même quelqu'un qui me plaît dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup. Qui est coté à 34. Alors je vais voir s'il y a un match-up, sinon on attendra peut-être pour le prendre sur un éventuel top 3. Pour le prendre sur un... Bon, alors je le vois pas non plus gagner si vous voulez. Je trouve que Dylan Tuns revient très très bien. Il galère depuis des mois et des mois. On le sait, il a eu un virus pendant l'hiver. Ce qui lui a plombé sa préparation hivernale. Il a fait une bonne fin de Tour de France. Il était bien sur l'étape des Champs-Élysées. Il y a un Dylan Tuns qui est coté à 34. Alors, on prendra un top 3. Voilà, on prendra un top 3. Je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 7-8. On mettra un petit quelque chose, un petit 0,05 ou un petit 0,06. Voilà, les mecs qui sont devant lui, il peut aller les chercher. Un mec comme Champoupou, qui n'a pas l'air dans son assiette. Alors attention à Scaroni, qui a particulièrement préparé cet Arctic of Norway. Pour lui, c'est véritablement un objectif. Mais voir un Dylan Tuns se glisser à la 2e, 3e place, pour moi, voir gagner, c'est quelque chose qui n'est pas complètement délirant. Je sens que la forme revient du côté du Belge. Donc il y aura un top 3 de Dylan Tuns. J'ai pas les top 3, ils sont pas encore sortis en France. Donc je vous mettrai les pics demain matin sur le compte X, le compte Twitter du coup tordu. Mais sur cet Arctic of Norway, il y aura un top 3 pour Dylan Tuns. On bascule sur la course qui me plaît le plus. L'étape qui me plaît le plus, c'est la dernière étape du Tour de Burgos. Celle que je sens le mieux. Voilà, que j'ai analysé et suranalysé. Alors pareil, au niveau de la météo, pas grand chose à dire. Il fera chaud, il y aura assez peu de vent. Course de côte aussi avec une ascension, Lagunas de Neila, une ascension qu'on a vue il n'y a pas très très longtemps sur la Vuelta. C'est très dur, c'est très raide, 6,4 km à 9,1% de moyenne. Alors je vais vous dire, sur cette étape, je vois une vraie possibilité pour l'échappée matinale. Je vais vous expliquer pourquoi. On a notre ami des Décathlon AG2R, Léo Bizio, qui est en tête avec 22 secondes d'avance sur Giulio Pellizzari. Il a réussi à créer un petit trou sur le plat sur l'étape 3 qu'il a remporté. Bon, Léo Bizio, évidemment, jeune espoir, il a 20 ans, bon coureur. Ça, il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Léo Bizio, je ne le vois pas remporter le classement général. Pourquoi ? Parce que derrière, on a quand même, il a au basque de gros noms du peloton mondial. Giulio Pellizzari, qui a un an de plus, mais qui a déjà fait 6e du Giro. On a eu Isaac Del Toro, bon, je pense qu'il est diminué avec sa chute de la première étape, mais ça reste un gros nom du peloton mondial. Lorenzo Fortunato, c'est pas un vieux de la vieille. Lorenzo Fortunato, c'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas un vieux de la vieille, mais c'est pas non plus un lapin de 3 semaines. Donc il y a quand même du lourd. Il y a quand même du lourd derrière. On a même un Egan Bernal qui est à 53 secondes. Donc Léo Bizio, ça me paraît un petit peu compliqué d'aller chercher le classement général. Même un Giulio Ciccone qui a une 36. Alors lui, je pense vraiment qu'il se rejette de la chute de la première étape. Donc voilà, l'intérêt pour moi, si vous voulez, pour les décathlons, ça va être de ne pas contrôler l'étape, de ne pas contrôler l'échappée. Si une échappée peut partir devant et aller chercher les bonifs, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, qui va prendre la course en main ? Du côté des UAE, c'est pareil. Isaac Del Toro, il a chuté lors de la première étape. Donc moi, je pense que l'intérêt des UAE, c'est véritablement de réduire la course et le temps d'effort d'Isaac Del Toro uniquement à la dernière ascension et d'éviter de mener un gros train pour aller chercher l'échappée. Donc je pense qu'on va du côté des UAE également totalement se désintéresser de l'échappée matinale. Alors après, qui pour prendre la chasse en main ? On a vu que Bernal a été dominé, pas largement dominé, mais il a été dominé sur la 3e étape. Donc j'ai du mal à voir Bernal demander aux Ineos d'aller rouler pour un GC Day. Alors après, peut-être les Red Bull Bora qui pourraient prendre la course en main en ayant confiance en Giulio Pellizzari. C'est peut-être les seuls, mais ils peuvent aussi clairement se désintéresser un petit peu de la victoire d'étape, amener Giulio Pellizzari sur sa filière et considérer que sur une telle ascension, il peut complètement terminer devant Léo Bizio avec plus de 22 secondes d'avance. Ça, pour moi, ça me paraît complètement possible. Alors, j'ai fait un petit casting, j'ai cherché quand même des coureurs, puis surtout, après le top 30, on a un classement général qui est quand même assez décanté, donc on peut se permettre de laisser partir.
J'ai fait un petit topo des coureurs qui pourraient me plaire. Alors, on a du Wout Poels, mais je sais pas où est le niveau de forme. Wout Poels est très loin au classement général, mais ça peut être pas mal pour lui. On a Kobo des Carn Pharma qui est un bon grimpeur, moi qui me plaît très très bien. Le back-to-back de Damiano Caruso qui a gagné aujourd'hui, franchement, c'est pas un truc délirant. Il est à 9 minutes au classement général. Moi, je vais vous dire le coureur qui me plaît avant de regarder les cotations. Samuele Zoccarato. Samuele Zoccarato, rappelez-vous quand il était à la Bardiani, c'était un peu du hurrah vélo, un petit peu à la Manuele Tarodi, il sortait un petit peu tout le temps, un petit peu n'importe comment. C'était un des électrons libres préférés des coureurs de Side Limit. Sauf que depuis qu'il est passé à la Polti, notre ami Samuele Zoccarato, il a un peu changé sa stratégie. C'est-à-dire que maintenant il sort, mais il sort que quand il a une réelle chance de gagner. Si vous prenez toutes les courses par étapes de Samuele Zoccarato cette année depuis qu'il est à la Polti, il est sorti absolument sur chaque course par étape. Sauf que désormais, il sélectionne ses spots. Il a notamment une deuxième place sur l'avant-dernière étape, l'étape reine du Tour de Slovénie, où on était un petit peu sur ce profil et on était un petit peu sur ce scénario. Il aurait pu la gagner, voilà, il termine à la deuxième place, donc je pense que c'est un petit peu ce qui a été réfléchi dans sa nouvelle équipe. On a dû lui demander de mieux sélectionner ses spots, en gros de sortir moins pour sortir mieux. Et chaque fois qu'il sort une fois sur le Tour des Alpes, l'échappée part au bout, sur le Giro des Abruzzes, il va récupérer un maillot des grimpeurs. Et là, pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti sur ce Tour de Burgos. Et je pense qu'il s'est réservé pour tenter le coup sur cette dernière étape. Donc, je suis quasi sûr qu'on va le voir à l'avant. Donc, on va aller du côté des cotations. Alors, je suis sûr que la cote, elle va être monstrueuse, évidemment. Allez, le Tour de Burgos. Le favori, c'est Giulio Ciccone, encore à 2,37, malgré la chute. Isaac Del Toro à 3,50. Alors tout ça, pour moi, ça laisse véritablement des values derrière. On a du Fortunato à 10, Bisio à 10, Pellizzari donc à 7 et Bernal à 26. Notre ami Samuele Zoccarato, je pense que la cote, elle doit être abyssal. Je vais pas le prendre vainqueur, je vous le dis, je le prendrai top 3 parce que je pense qu'il va forcément se retrouver avec un mec sur les basques qui sera un tout petit peu meilleur que lui. On n'a pas non plus affaire à un goût générationnel. Alors mon Samuele, putain, je sais même pas s'il est coté Samuele Zoccarato. Ah là, il est coté à 500. Il est coté à 501, mon Samuele Zoccarato. Donc on attendra que les top 3 sortent en France et puis on ira probablement sur un top 3 à 80, à 100, 120. On mettra une petite croquette, du 0,01% de bankroll pour le top 3 de Samuele Zoccarato. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le classement général. Le classement général et on a un Léo Bisio à 2,37. Isaac Del Toro à 2,62. Alors je m'attendais à voir Léo Bisio. Je regrette un peu parce que Léo Bisio ce matin avant l'étape il était favori à 1,70 et je comprends pas trop pourquoi la cote est passée à 2,37. Là j'ai pas d'éléments factuels à ma disposition. Pour moi je me méfie en fait je me méfie beaucoup de Lorenzo Fortunato. Et pour moi, ça devrait se jouer entre Pellizzari et Lorenzo Fortunato pour le classement général. Ça devrait jouer entre les deux. Alors après, est-ce qu'on prendrait pas une double chance? Alors on a Pellizzari qui gagne le classement général à 4 et on a Fortunato à 8. Je vois pas Del Toro avec la chute. Ciccone me paraît trop loin au classement général, donc j'ai du mal à imaginer que ça soit quelqu'un d'autre que Pellizzari ou Fortunato qui aille chercher le classement général. Je donne un avantage à Giulio Pellizzari, clairement. Mais je pense qu'on va prendre les deux en fait. Je pense qu'on va prendre les deux. Je pense qu'on va prendre Pellizzari à 4 avec 0,20% de bankroll et je pense qu'on va prendre Fortunato à 8 avec 0,1% de bankroll. Voilà, on va se diriger comme ça sur une double chance. Donc là, je parle bien du PLT classement général. Puis bon, si Léo Bisio réussit à aller au bout, on dira bravo et on dira cocorico. Mais sur le coup, on va plutôt être italien et fier de l'être. Donc voilà, donc on partira là-dessus. Classement général. Alors, je vous donne les cotations du Bookref. Après, éplucher, il y a peut-être mieux à faire. Le Bookref n'est pas forcément le book qui donne les meilleures cotations. Souvent, en grattant un petit peu sur les book FR par moment. Et encore en 2025, on réussit à avoir de
meilleures cotes avant que Bayrou n'arrive et nous sorte sa loi. Et on en parlait il y a quelques jours dans le podcast avec Thibaut, c'était l'épisode 333. Voilà, si vous n'avez pas écouté cet épisode, remettez-vous-le, parce que dans les lois des 40 milliards d'économies et de budget, Bayrou a également prévu de faire la poche des parieurs, les poches des parieurs et les poches des sites de paris sportifs. Donc il faut s'attendre à avoir une baisse des cotes dans les mois qui viennent. Donc le récap des bêtes pour cette journée du samedi 9 août 2025. Donc on aura un match-up sur l'étape du Tour de Pologne. C'est Jan Christen devant Paul Lapera, la cote à 1,35, on sera sur du 0,5% de bankroll. On aura un top 3 sur Dylan Teuns sur l'Arctic of Norway, on n'a pas encore les cotations. On aura un top 3 sur Samuele Zoccarato sur la 5e étape de Burgos, on n'a pas encore les cotations, et on prendra un classement général, PLT, bon, dernière étape, mais voilà, on jouera sur le classement général du Tour de Burgos, la victoire de Giulio Pellizzari à 4 à 0,20% de bankroll et la victoire de Lorenzo Fortunato à 8 avec 0,1% de bankroll. Donc voilà, ça fait 0,3% de bankroll avec 0,8 de gain si jamais un des deux rentre. J'irai pas plus loin pour ce coup tordu, vous retrouvez Thibaut sur son compte X, son compte Twitter Thibaut Chambre, Enzo Analyste Phoenix et ses previews sur son site The Big Gear. Et le coup tordu, on est présent sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et X, Twitter. Allez, je vous dis à très vite. Ciao les amis.